Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Besoin de rien, envie d'IA. Le rendez-vous des dirigeants, des RH et des curieux pour démystifier l'IA et comprendre son impact dans le monde du travail. Ce podcast est réalisé en partenariat avec le Lab RH. Le Lab RH est une association professionnelle qui anime un écosystème de start-up, d'entreprises et de RH dont l'ambition est d'inspirer les RH pour les rendre acteurs du futur du travail. Nous remercions notre sponsor AI Forward qui accompagne les entreprises dans leur transition vers l'intelligence artificielle, de la formation des équipes en passant par la gestion et l'optimisation de la data, jusqu'au développement des solutions sur mesure. AI Forward propose un accompagnement à 360 degrés, ai-forward.com. Ce podcast est animé par Lobna Kaleja Benassine, DRH depuis 20 ans et passionné par l'innovation et l'intelligence artificielle appliquée au RH. Bonne écoute à tous. Bonjour Élise. Bonjour Lobna. Écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Exactement. Donc c'est un vrai plaisir. On s'est rencontrés il y a quelques semaines en préparant une table ronde pour un événement. Et j'ai vraiment aimé ton approche, tout ce que tu nous as raconté sur l'adoption des IA génératives chez Ipsen. J'en profite déjà pour te présenter. Donc, tu es Élise Alimondo, tu es directrice du recrutement chez Ipsen, donc laboratoire pharmaceutique. Et tu as pris il y a quelques mois le lead ou le co-lead du gros projet d'accompagnement de l'acculturation des équipes RH des IA génératives, tout simplement. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, merci beaucoup. Écoute, merci. On va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet. Allons-y. Donc l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est que tu puisses nous raconter un petit peu le parcours initiatique des équipes RH d'Ipsen dans cette appropriation et acculturation des IA. Et ma première question, c'est de savoir comment est-ce que la réflexion a été posée. Est-ce que l'initiative est venue des équipes, de la direction, des métiers. Donc voilà. Non, c'est effectivement une très bonne question. On a la chance en fait d'être dans un groupe qui a posé l'initiative déjà très en amont en fait. C'est la direction qui a lancé l'initiative IA. On est dans une industrie qui est très marquée par toutes les innovations qui nous entourent. Et donc la réflexion est venue d'abord sur comment l'IA allait impacter le business, donc à travers la recherche et développement et toutes les applications en fait possibles. Donc il y a un grand chantier qui a été mené par les équipes en fait IA Factory. Donc vous avez une IA Factory chez vous. Exactement, qui est rattachée en fait à la direction de la stratégie et ensuite qui a décliné et infusé cette culture digitale au sein de l'organisation. Ils ont pris dès le départ des représentants de l'ensemble de l'organisation et incluant évidemment des représentants RH. Donc ça veut dire que le sujet est arrivé de façon en même temps au sein de toutes les équipes. Voilà. Parce que bien souvent, on se rend compte que les opérations, les métiers sont les premiers impactés, donc les premiers qui y vont, et les équipes, les fonctions support au sens très large. Même si je n'aime pas la notion de fonction support, oui. Et les fonctions support sont toujours laissées à la fin. Donc vous, la réflexion s'est faite de façon concomitante. De façon globale, exactement, de façon globale et intégrée. Et ça a permis d'avoir une approche beaucoup plus intégrée en fait sur la direction à adopter et puis les valeurs et le positionnement aussi que l'on a au sein de la direction des ressources humaines qui est complètement en cohérence avec évidemment le groupe. Top. Tu me disais, vous aviez quand même défini, donc évidemment le projet, oui. Là où vous vouliez aller, on va y venir, oui. Mais aussi une philosophie. Oui, tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, notre philosophie, c'est d'être ce qu'on appelle, alors pardon pour l'anglicisme, c'est des fast followers, c'est-à-dire que notre objectif n'est pas d'être les plus innovants sur des sujets IA, mais c'est d'intégrer les IA là où elles font sens, de manière pragmatique, de manière aussi sécurisée, c'est-à-dire qu'avant tout, l'IA, c'est l'utilisation de données. L'utilisation de la donnée dans le domaine de l'industrie pharmaceutique est à prendre avec beaucoup d'éthique, beaucoup d'attention. C'est un environnement qui est extrêmement régulé et donc on a besoin aussi de le faire avec un cadre très spécifique. Donc la qualité des données est chez nous très importante. Mais cette approche en fait pragmatique, cette approche prudente aussi, et la philosophie qu'on a adoptée en fait pour l'ensemble de l'organisation et pour les RH en particulier. Donc en gros, c'est on y va, mais on y va de façon mesurée, réfléchie. On ne veut pas être les pionniers, mais on veut le faire efficacement. On va en mettre là où ça fait sens et le faire avec prudence. C'est bien Exactement. ça ?
Oui, Je trouve tout à ça fait. hyper intéressant, Oui. effectivement, de poser la philosophie, puisque souvent les choses se font de façon un peu par capillarité, mais on ne se pose pas vraiment la question. Donc je trouve ça intéressant Ouais. que ce point-là, il ait été abordé. Justement, quand vous avez commencé à aborder le sujet, à vouloir former, à culturer vos équipes, ça a été quoi comment vous vous y êtes pris? Parce que c'est une Alors, question qui intéresse tous les DRH non, c'est qui veulent sûr. se lancer. En fait, ça a vraiment été un travail d'équipe. Aller chercher les expertises là où elles existent était clé pour nous. Donc ça s'est fait de manière concomitante avec donc, la direction digitale, l'IT également. Et puis après, chacun, en fait, dans sa zone d'expertise. La manière d'apprendre, en fait, elle va être différente pour chacun. Donc, il peut y avoir des workshops qui ont été organisés, des webcasts, en fait, pour Tu peux diffuser. expliquer ce que c'est un webcast? Alors, un webcast, c'est une vidéo, en fait, qui va... alors, je ne sais pas comment l'expliquer pardon. Sans anglicisme. Sans anglicisme. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y. On a utilisé des sessions de formation, en partant de concepts très généraux pour expliquer tout simplement ce qu'était l'IA et les applications possibles. Donc, on a adapté en fait à l'audience des modes de détail qui étaient différents en fonction des populations. Donc, soit très large pour expliquer tout simplement qu'est-ce qui différencie en fait de l'IA d'un simple outil digital traditionnel. Ça, je pense que c'est aussi important, puisque derrière l'IA, parfois, on confond beaucoup et les notions d'automatisation, en fait, sont pas forcément de l'IA. Donc ça, il a fallu aussi réexpliquer, démystifier aussi un petit peu ce terme qui peut faire peur parce qu'il est nouveau. Donc cette sensibilisation de l'ensemble des équipes fait partie aussi de la méthodologie de conduite du changement. Donc, chaque RH aujourd'hui qui est habitué à guider la conduite du changement dans les organisations sait qu'il faut commencer, en tout cas, par une acculturation et donner des messages, rassurer auprès de l'ensemble. Et puis après, il y a eu des applications plus pratiques. Donc, le groupe IT, par exemple, a lancé une initiative à travers toute la société qui est très intéressante. Alors, on ne l'a pas dit, mais quand tu dis à travers toute la société, c'est que le projet, il est global. Le projet, il est global. Et donc, tu as dans cette core team, tu as des gens en France, mais tu as aussi des gens, tu me disais, aux États-Unis, dans le Middle East, je crois, en Angleterre. Partout. Voilà. Donc, en Asie. C'est un projet global. Oui, c'est vraiment un projet global. Ipsen, on est une société internationale, il y a 5000 personnes dans le monde. C'est peu dans l'univers de l'industrie pharmaceutique. Donc, on est considéré comme une petite société. Et pourtant, faire bouger, faire évoluer, transformer une organisation avec 5000 personnes qui est autant régulée, avec autant de choses qui sont déjà en place, oui, c'est pas chose facile. Non, et puis un historique aussi, c'est-à-dire que Ipsen est une société qui a 90 ans. Qui a eu en fait différentes époques successives. Donc, je pense que ça parle aussi à beaucoup de DRH qui accompagnent en fait différentes époques et différentes transformations. Mais en tout cas, cette notion d'innovation est très empreinte dans l'industrie pharmaceutique. Les équipes IT, je le disais, nous ont aussi beaucoup aidés et accompagnés dans l'utilisation et la prise en main d'un outil qu'on a totalement intégré, qui est Copilot 365, donc un outil Microsoft. Comment ça s'est fait ? En fait, les équipes ont pris des champions, donc des champions, des représentants par différents métiers, qui eux-mêmes, en fait, ont nommé une quarantaine de personnes au sein de leurs équipes divisionnelles, en fait, de leur famille de métiers, ce qui nous a donné une cohorte d'à peu près 400 représentants. D'accord. 400 sur 5000. 400 sur 5000, donc c'est beaucoup. Ça nous a permis aussi d'aller tester, quand je dis on, c'est pas forcément au niveau RH, au niveau groupe, d'aller tester les applications de Copilot 365, de l'IA générative en fait, à travers différents types de métiers et de voir en fait comment ça impactait les différents métiers. Je reviens juste 2 secondes sur ces 400
early adopteurs, référents, etc. Ils ont été nommés, vous avez fait appel à du volontariat, parce que trouver 400 personnes, c'est quand même beaucoup. Donc toutes ces personnes avaient envie de s'y intéresser. Est-ce qu'ils avaient de l'appétence ou est-ce qu'ils avaient déjà commencé à se former tout seuls? Voilà, c'est quoi les profils de ces... Oui, il y a eu un appel à volontariat, évidemment. Alors, pour la famille RH, par exemple, la mission que j'occupe aujourd'hui s'est faite sur une candidature, en fait, pour être au sein de ces équipes. Donc, il y a à la fois une motivation et une envie très forte. Et puis, en même temps, la volonté d'avoir une représentation de l'ensemble des métiers. Donc, on a aussi approché, en fait, un certain nombre de personnes au sein de l'organisation pour avoir une représentativité la plus complète au sein des équipes RH. CSE, quoi. Super, ok, ce point-là était important. Ouais. Donc tu disais donc c'est 400 personnes qui sont représentatifs de tous les métiers. Donc comment c'est organisé, comment vous avez pu avancer? Alors chacun avance de manière autonome. En tout cas sur Copilot 365, je pense que c'est important de distinguer en fait les différentes initiatives. Je replace un peu dans un contexte. Donc chaque projet en fait est imbriqué. Donc il y a la grande direction IA qui est donnée au sein de l'organisation. Et puis après, il y a eu une application qui est Copilot 365. Chez Ipsen, l'utilisation de l'IA, en fait, n'est pas uniquement sur l'utilisation de Copilot 365. On utilise évidemment d'autres applications, beaucoup à travers nos fournisseurs et nos partenaires, ou alors en collaboration lorsqu'il y a un projet, en fait, à monter en particulier. Mais je pense que c'est important aussi de se dire que les applications IA chez Ipsen, on n'a pas vocation en fait à les créer nous-mêmes et à tout créer en interne. On va s'appuyer aussi sur les expertises de nos partenaires. En recrutement, par exemple, on va utiliser nos partenaires comme Workday, comme LinkedIn, comme Cornerstone, etc. Donc, ce que je comprends, et c'est aussi ce que tu m'expliquais pendant la préparation, c'est qu'effectivement, en fonction... On va revenir sur la liste de cas d'usage sur laquelle vous avez travaillé au niveau RH, parce que je pense que ça va être intéressant de la partager. En fonction des cas d'usage et de vos pain points, parce que vous êtes parti de là, vous vous êtes dit il faut qu'on mette de l'IA parce qu'il faut qu'on adresse ce sujet. Et en fonction du sujet, du cas d'usage et du besoin, vous allez utiliser effectivement l'IA générative à travers Copilot 365, soit vous faites appel à des prestataires, donc c'est complètement outsourcé. Mais tu disais aussi que vous utilisiez les solutions que vous aviez déjà aujourd'hui pour aller voir si vos prestats avaient upgradé, s'il y avait des choses en lien avec l'IA, c'est bien ça? Oui, c'est important de se tenir informé, en fait. De savoir comment aussi nos prestataires et nos partenaires, en fait, intègrent l'IA dans leurs services. Ouais. Donc, on a ces points de contact régulièrement avec eux pour justement savoir si on les intègre dans nos nouvelles pratiques. Il y a cette culture, en fait, chez Ipsen et dans la RH en particulier, comment on appelle ça, comme dans une usine de process improvement, donc d'amélioration continue. D'amélioration continue. Je suis traducteur. Voilà, merci. Il y a cette notion d'amélioration continue. Donc, tu disais justement sur nos barrières, nos points de blocage, en fait, qu'on revoit régulièrement. On a identifié, notamment, alors là, je vais parler plus spécifiquement du recrutement, un certain nombre de points de blocage que l'on a pris un par un en mode projet. Et on s'est dit comment on va essayer de résoudre en fait chaque point de blocage. Certains points de blocage n'ont pas besoin en fait d'outils additionnels ou supplémentaires. On ne va pas créer de la complexité, on va créer des couches supplémentaires. Il y a des choses qui ont été réglées, simplifiées par des process, de la manière la plus classique qui soit. Et puis après, en fait, en fonction de certains cas. Je cite par exemple en recrutement, quand je suis arrivée chez Ipsen, j'avais noté que les recruteurs passaient en moyenne une journée par semaine à organiser des rendez-vous candidats. Quel enfer. C'est énorme en fait. Ça veut dire qu'il y a une perte d'efficacité et de temps. Et le temps qui passe à organiser en fait ces rendez-vous, parce qu'il y a des allers-retours aussi,
qui se font, c'est du temps en fait qu'ils ne passent pas ni avec les clients en interne, ni avec les candidats à l'externe. Donc là, il y avait vraiment un sujet en fait à résoudre. Et là, évidemment, donc l'addition d'un outil nous a permis, et qu'on a mis 1 an à développer, puisqu'il a fallu aussi l'intégrer à l'ensemble de nos outils. On a un système d'information qui est Workday. Donc, on a intégré donc Paradox à Workday. Il a fallu faire beaucoup de tests, impliquer beaucoup d'équipes. Donc, ça nous a pris à peu près 1 année de développement, ce qui est assez long, mais parce qu'on avait envie aussi de beaucoup tester. C'était très sur mesure. Et le résultat, en fait, est incroyable. Le gain de temps, en fait, est super. Et puis, l'expérience candidat et l'expérience manager est vraiment augmentée. Bien sûr. Cet outil, en fait, qu'on a installé dans un premier temps, il peut y avoir aussi des extensions d'applications, en fait. On peut se dire c'est un simple outil de calendrier, de gestion de calendrier, mais pas seulement, parce que derrière, il y a une potentialité, en fait, de continuer et d'aller au-delà de l'application, notamment sur des tâches répétitives routinières ou des validations et des vérifications, des allers-retours qui se font avec des candidats et qui n'apportent pas de valeur, en fait. Okay. Et quand je dis pas de valeur, c'est vraiment une notion d'information, en fait, qui peut être échangée simplement et qui permettront ensuite aux recruteurs et aux candidats de rentrer dans une discussion beaucoup plus impactante et beaucoup plus profonde. Et tu disais quelque chose que j'aime beaucoup, parce que j'y tiens, c'est l'intégration des outils. En RH, on a tendance à multiplier les outils, alors que parfois un simple outil peut faire 2 ou 3, peut répondre à 2 ou 3 besoins différents. Et notre gros problème d'un point de vue RH, c'est la non-intégration de nos outils. Oui. Effectivement, cette multiplicité fait qu'on a un gros problème de gestion de la data, qu'on a un problème dans la continuité des flux de la data, et c'est aussi pour ça qu'on ne l'exploite pas au final. Oui. Donc, penser un outil avant de l'acheter ou de le développer, effectivement, il y a son utilisation première, qui était effectivement celle de résoudre ce point de blocage, pardon. Mais effectivement, se dire comment j'exploite la data et comment j'assure une continuité, ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose à chaque fois qu'on va intégrer un nouvel outil. Oui. Donc, merci d'avoir souligné ça. Non, c'est vrai, c'est vraiment un point capital. Je pense que ça a été un parti pris chez Ipsen depuis très longtemps. On a de la chance d'avoir des équipes qui travaillent de manière très qualitative sur ces outils-là, donc sur Workday qu'on a, et en fait aller exploiter l'outil que l'on a plutôt que de créer un millefeuille, en fait, est vraiment au cœur des considérations de chacun. Et pour avoir travaillé dans d'autres groupes auparavant, c'est vrai que ce millefeuille crée de la complexité, crée de la déperdition. Et avant d'intégrer un nouvel outil, il faut toujours se poser la question de savoir si l'outil qu'on a déjà, en fait, même s'il n'est pas parfait, il ne répond pas à une partie du sujet. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'après, l'expérience utilisateur, en tant que RH, en fait, on a une expérience utilisateur au sein de l'organisation qui va être dégradée. Ouais. Et c'est une perte d'efficacité, une perte de temps. On a la chance aujourd'hui de prendre conscience que l'IA va être en mesure de nous en faire gagner. Il ne faudrait pas en perdre de l'autre côté avec un millefeuille d'outils. Complètement. Donc, je reviens juste un petit pas en arrière. Pendant qu'on préparait, tu me disais qu'il y a eu effectivement cette core team RH qui a réfléchi à je crois qu'il y a 90 cas d'usage qui ont été identifiés. Oui. Évidemment, vous n'allez pas aller sur tous, il va falloir arbitrer, etc. Et l'un des cas d'usage que tu m'as partagé, effectivement, celui sur le recrutement, qui répond clairement à un besoin et une problématique. Tu m'as parlé d'un autre cas d'usage que j'aime beaucoup, sur la formation de vos sales. Est-ce que tu peux m'en parler ? Alors, on a lancé un outil, en fait, de formation des forces de vente. Alors, c'est très spécifique dans l'industrie pharmaceutique puisque les forces de vente, en fait, dispensent une information qui est extrêmement contrôlée, qui est scientifique. Et donc, ils ont des programmes de formation qui sont très denses. On n'est pas sur un métier de vente classique comme on peut trouver dans d'autres industries. Le contenu, en fait, est très important et ils sont en interaction avec des professionnels de santé. Le temps passé, justement, à se former
était très important. Il fallait rassembler des cohortes, faire des jeux de rôle pour justement continuer à se former et voir un certain nombre de cas ou de questions ou d'objections en fait, qui pouvaient exister. Donc, l'introduction en fait, d'un avatar a été pour nous un gain de temps aussi, en temps de formation, et qui permettait aux forces de vente d'être plus présentes auprès des professionnels de santé, d'être plus en contact en fait, avec les clients, en facilitant justement cette formation à distance. Alors, quand on parle d'avatar, on a toujours l'impression que c'est gadget, que c'est... Voilà. Est-ce que tu peux vraiment expliquer effectivement ce que cette solution, elle a apporté et quel est le pain point donc, tu viens d'évoquer le pain point qui a été solutionné, mais concrètement, comment vos équipes, la force de vente, utilisaient cette solution pour se former? Alors, cette solution, elle est encore en développement. On est très prudent, en fait, sur l'utilisation de cette solution. Elle est encore en test. Pourquoi ? Puisque, en fait, l'IA générative s'auto-alimente. Oui. Et il est important aussi, quand on est dans un environnement régulé, de contrôler et de vérifier, en fait, que les informations et le contenu ne va pas dévier de sa source. Donc, c'est un outil qui est encore en test, encore en pilote, puisque on mesure, en fait, le temps et l'efficacité justement, pas organiser par exemple des meetings globaux qui vont prendre du temps et qui vont être extrêmement onéreux. Cette solution en fait permet de rassembler en un temps très court des équipes au même moment, de manière simultanée, avec un outil en distance. Donc cette solution en fait, elle fait gagner du temps d'un côté, mais on garde de vue en fait l'objectif qui est de ne pas faire dévier le contenu scientifique et faire en sorte que le contenu scientifique reste contrôlé. L'IA, en fait, peut être perçue parfois, et on s'en méfie aussi, on l'utilise mais on s'en méfie, comme une boîte noire. C'est-à-dire que y a un côté, en fait, où l'utilisation de l'outil va s'auto-alimenter. Et on est très prudent, justement, sur le fait que cette auto-alimentation ne va pas dégénérer auprès de cas et d'utilisation qui seront précieuses. Donc, on est encore, en fait, en période d'étude. En fait, on est prudent dans l'organisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer tête baissée sur un projet sans, justement, s'assurer que l'objectif, en fait, n'est pas sécurisé. L'éthique, le respect des règles dans l'industrie pharmaceutique, en fait, est capital parce qu'au bout et au final, au bout du bout, il y a des patients. Et donc, notre approche prudente aussi, elle vient de là. Tu donnais un conseil qui est très, très précieux. C'est qu'une fois qu'on a lancé le cas d'usage, qu'on a lancé la solution, on a l'impression que le travail est fait. Mais il faut absolument mettre des points de contrôle pour s'assurer effectivement que toute la partie apprentissage de l'outil ou peu importe d'où pourrait venir la déviance soit solutionnée rapidement. On parle beaucoup des bots que les équipes RH mettent à disposition des salariés. Effectivement, malgré tout, même si on a une base de connaissances qui est propre, même si on part sur des questionnements de niveau 1, voire niveau 2 généralement, des choses assez simples, on n'est jamais à l'abri qu'à un moment donné, ça dévie. Oui, mais effectivement, les points de contrôle, ils sont hyper précieux. Il ne faut pas hésiter de façon très régulière à retester la machine et à s'assurer que les réponses soient bien correctes. Exactement. Je pense que le rôle aussi d'un RH, et ça on l'a bien compris en tout cas dans notre organisation, c'est d'être un petit peu le gardien de cette éthique. Et le gardien est de mettre des barrières pour justement ne pas totalement déléguer ou ne pas totalement laisser de manière libre ces outils-là. On est très précautionneux. D'ailleurs, notre équipe digitale avait initialement en fait formulé des recommandations en fait très précises sur la prudence des informations à mettre dans les IA génératives. Donc c'était
vraiment initialement cette notion de contrôle, cette notion de vigilance a été prise très tôt en fait au sein de l'organisation. Et on garde tous cette vigilance en fait de manière très prudente. On ne lancera pas un projet sur lequel le risque de diffusion en fait des data est forte. En RH, on gère de la data et de la donnée qui est de la donnée sensible. Donc, il faut être prudent dans l'utilisation. Et on en discutait, c'est vrai, en préparant ce podcast, sur les différences qui peuvent exister, par exemple, entre Copilot 365 et d'autres IA génératifs comme ChatGPT. L'utilisation personnelle, par exemple, sur la reformulation d'un email, comment mieux s'exprimer ou utiliser l'IA pour aller chercher des idées, par exemple, pour préparer un meeting très anodin dans une organisation, on peut utiliser en fait des IA publiques. Mais quand il s'agit d'utiliser des informations sensibles qui touchent en fait à des datas et à des données qui sont critiques pour l'organisation, et ben à ce moment-là, on utilise un environnement qui est safe. De ce que je comprends, donc, parce que ça sert aussi nos auditeurs, c'est qu'il y a effectivement tous les outils internes qui, eux, sont sécurisés, qui travaillent en circuit fermé et qui peuvent être utilisés de façon complètement sécure. Et là, pas de questionnement sur l'éthique, sur la confidentialité, etc. Et c'est rassurant, c'est parfait. Néanmoins, certains de ces outils ont quelques limites et c'est vrai que quand on compare avec certains LLM, on se rend compte que les réponses sont un petit peu différentes et vont parfois un petit peu plus loin. Et j'aimerais que tu nous parles, si tu veux bien, de cet exemple de développement d'un de tes soft skills, si tu veux bien nous le partager. Et je trouve ça intéressant de se dire que les IA génératives peuvent nous aider à travailler nos soft skills et ils peuvent être aussi des bons coachs et des bons formateurs. Donc j'aimerais bien que tu me racontes ça. Non, alors ça, c'est un cas d'utilisation personnelle. C'est vrai qu'on entend beaucoup, on oppose souvent l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle en disant que l'intelligence artificielle n'a pas d'empathie. En fait, elle peut nous aider aussi à nous intégrer dans un univers sur lequel on n'a pas forcément les codes. Je m'explique. C'est vrai que j'ai un style de communication qui peut être perçu comme parfois assez direct, notamment à l'écrit. Donc, on a tous des préférences comportementales, en fait. Ça parlera à beaucoup de nos auditeurs RH qui connaissent bien les inside color ou les disques. On a chacun des manières de communiquer, en fait, de préférence. La mienne peut être perçue parfois par les personnes avec qui je travaille comme un peu abrupte. Donc un peu rouge. Un peu rouge, voilà, exactement. Un peu trop rouge, un peu trop direct. Et la reformulation et m'aider en fait d'outils comme Copilot ou ChatGPT pour reformuler mes emails m'a vraiment permis d'adapter en fait mon style de communication et de mieux en fait cliquer avec le reste de l'organisation et éviter beaucoup de malentendus, puisque l'intention n'est jamais mauvaise, absolument, mais l'interprétation en fait d'un écrit pouvait en fait dévier du sujet l'intention initiale. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement à me faire comprendre des autres. Je pense notamment à toutes ces personnes en fait qui doivent s'adapter à un style culturel ou ne maîtrisent pas forcément des us, des coutumes, des usages. Je pense qu'il peut y avoir aussi une adaptation. On peut s'amuser aussi à rédiger avec des tons différents. Oui. Nos équipes en fait digitales nous ont appris aussi à prompter dans l'organisation en donnant des conseils très simples, en disant qu'il faut replacer dans le contexte, mais que le ton est important aussi. On peut, quand on prompte, donner l'intention sur le ton. Et ça, c'est important. Et on peut le faire de n'importe quelle manière. On n'a pas besoin, en fait, d'inscrire un prompt avec une clé particulière. On peut lui dire, en fonction de notre humeur, dis-moi ça de manière sympa. Je ne veux pas paraître trop raide, trop brute. Est-ce que tu peux me dire ça parce que je veux froisser personne ?
écrit comme ça, en fait, le prompt va fonctionner. Et ça libère parce que, en fait, c'est vraiment un entre-deux. C'est un garde-fou qui nous permet de mieux travailler, de mieux communiquer ensemble. Ce que tu peux faire aussi, c'est un exercice que j'ai fait. C'est que moi, j'ai été beaucoup très raide. Après, je suis devenue beaucoup trop ronde. Et au final, c'est un peu compliqué. Voilà, trouver le juste milieu. Trouver le juste milieu. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est un exercice que j'ai fait et que tu pourras faire si tu as 5 minutes. C'est qu'effectivement, tu lui télécharges tes emails ou tes contenus dans lesquels il y a le style que tu souhaites ou il y a ton style sur lequel tu as atterri. Et tu lui demandes de décrire ton style. Il va le décrire avec tes mots. Bonne idée. Avec ses mots, pardon, il va les décrire avec ses mots. Comme ça, tu peux être sûr qu'il a bien compris. Et une fois qu'il les a décrits, tu peux les intégrer soit dans tes Customs Instructions, donc la partie où tu personnalises ton GPT, ou tu peux les mettre dans ton prompt type. Ouais. Voilà, mon style, c'est ça. Je veux que tu écrives dans ce style-là. En plus, c'est ces mots, donc tu peux être sûr qu'il a bien compris. Ouais. Donc, un petit tip, ce que je partage au passage. C'est vrai que sur la partie rédactionnelle, l'outil est très fort. Ouais. On a noté d'ailleurs, ce qui était intéressant quand l'équipe, en fait, qui s'occupait du projet Copilot 365 a étudié les différents types de populations. C'est vrai que les cas d'usage ont été très différents en fait d'une population à une autre. Il y a des populations qui rédigent beaucoup plus et d'autres populations qui utilisent plus de data brute. Sur les équipes qui rédigent, je pense notamment aux équipes légales et aux équipes des relations sociales. Et alors, ils font partie, en fait, de notre cohorte. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que il n'y avait pas forcément d'idées qui avaient été générées sur des cas d'usage précis dans les relations sociales. Mais il y en aura forcément des idées et des cas d'usage. Et donc, on a été les chercher, en fait, avec la cohorte, pour justement aller... essayer de faire émerger quel cas d'usage serait possible. Alors au démarrage, on peut se dire c'est un environnement légal, très, très structuré. Non, je pense que ce n'est pas forcément très adapté. Et puis en discutant, en creusant en fait, et puis en les mettant en relation avec d'autres groupes dans l'organisation, on se rend compte les mêmes contraintes, qui ont les mêmes problématiques. On se rend compte en fait qu'il y a des cas d'usage qui commencent à émerger. Ah tiens, ça c'est une bonne idée. Ah mais oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. En fait, c'est une co-construction. C'est-à-dire que quand on a et c'est ça qui est formidable en fait dans cet outil, c'est que et ce qui moi personnellement m'a intéressée dans cette mission, c'était de voir comment en fait les modes de travail allaient se transformer. Et ce que j'aime le plus, c'est le fait que, comme c'est un sujet en fait que peu de gens maîtrisent, moi la première, on travaille ensemble. Ouais. Et en fait, on fait appel à l'expertise de chacun pour pouvoir co-construire, ensemble un nouveau modèle et une nouvelle manière de travailler. Et ça, moi j'adore, ça me passionne. Donc mettre ensemble les équipes, les faire travailler ensemble, des équipes qui a posteriori ne s'étaient pas forcément connectées jusqu'à présent. Et là, on a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées. Et c'est là où justement, on parlait tout à l'heure de la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'a pas cette connectivité entre les différentes intelligences et va pas créer en fait de collectif. Elle répond à une question qui est dirigée et ensuite va partir dans cette boîte noire et faire émerger peut-être un résultat qui n'est pas en lien avec forcément un contexte donné. Donc ce contexte, il est impulsé par l'humain, il est impulsé par l'intelligence humaine. Et c'est là où c'est hyper important justement d'avoir, comme en tant que RH, ce rôle de connecteur. Je trouve ça, dans tout ce que tu viens de partager, je retiens 2, voire 3 choses qui sont importantes. C'est l'humilité qu'il faut avoir sur le sujet. On est au tout début de l'histoire. Donc, des experts, il y en a beaucoup. Nos expertises, je pense qu'elles sont remises en jeu tous les jours. Ça évolue toujours. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Ma conviction d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et ne sera peut-être pas celle de demain. Donc, quand on aborde ces sujets, je pense que les aborder avec beaucoup d'humilité et de prudence, c'est un premier point qui me paraît important.
Le deuxième, c'est effectivement la force du collectif. On n'aura jamais autant parlé d'intelligence collective que dans le cadre de ces projets d'accompagnement de sujets liés à l'intelligence artificielle. Effectivement, ça reproduit, mais ça n'a pas la capacité que l'on a, nous, d'interconnecter et de faire émerger des choses. Ouais. Donc ça, c'est puissant. Et le troisième, c'est qu'il faut des connecteurs. Et ces connecteurs, moi, j'y crois profondément. C'est notre rôle. C'est le rôle de la fonction RH. Et moi, je trouve ça toujours intéressant quand cette transfo commence par les équipes RH. Ouais. Je me rends compte que chez vous, ça s'est fait de façon concomitante et c'est tout aussi bien. Je remarque que dans d'autres organisations, ça commence par la DSI, par les métiers, par les opérations. Et j'ai toujours cette frustration de me dire, oui, mais clairement, les équipes RH doivent faire partie de ces projets. On doit être en première ligne pour se former, pas juste s'acculturer, mais pour se former, pour intégrer ça dans nos ways of doing, donc dans notre façon de faire au quotidien, pour incarner cette transformation et accompagner ensuite celle de nos entreprises. Ouais. Donc ça me paraissait important de le rappeler. Je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose parce que je vois que tu as ramené des livres. Oui. J'aimerais que tu nous dises pourquoi et que tu nous racontes. En fait, quand on essaye de se former et quand on essaye en fait de se renseigner sur le sujet de l'IA, on se rend compte qu'il y a une littérature qui foisonne sur le sujet. Il y a beaucoup d'articles qui sortent. Il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées. Et on en avait partagé ensemble. Comme toi, il y a des choses que je n'ai pas retrouvées. Donc, je me suis un peu remise sur des fondamentaux. Et en re-regardant en fait, des livres plus anciens ou des ouvrages en fait, de référence RH, je me suis rendu compte qu'on avait déjà à notre disposition, sans aller dans la nouveauté et dans le gadget, des concepts sur lesquels on pouvait se reposer. Je vais te partager. Alors, j'ai amené ma petite bibliothèque. J'adore. Alors, il y a un premier ouvrage. Alors, on parle souvent, en fait, quand on parle d'IA, d'esprit critique. Oui. Alors, j'ai cherché des livres qui parlaient d'esprit critique. Celui que j'ai trouvé, évidemment, le premier, c'est une référence. C'est Descartes, Discours de la méthode. Il a été écrit en 1637. Toujours aussi d'actualité ? Toujours aussi d'actualité, puisque les principes de la méthode pour arriver à atteindre des vérités, c'est quatre étapes. Trouver les bonnes preuves, les évidences, les analyser, les synthétiser, et puis ensuite les réviser pour éviter en fait d'avoir des omissions. Et ça, en fait, c'est vraiment ce qui forge la méthodologie de l'esprit critique. Je pense que c'est encore et toujours d'actualité. Encore plus d'actualité avec les IA génératives, voilà. Absolument. Quand on parle d'IA, on parle aussi d'une masse assez obscure, d'une foule compacte, qui n'est pas prévisible et qu'on n'arrive pas à comprendre. Et en fait, pour la comprendre, j'ai trouvé cet ouvrage qui est donc Psychologie des foules, de Gustave Le Bon, qui a été écrit en 1895 et qui explore les mécanismes psychologiques qui influencent les individus lorsqu'ils se regroupent en foule. Ça fait beaucoup écho en fait au phénomène de réseaux sociaux aussi qui peut exister aujourd'hui. Et en fait, l'individu va se dissoudre dans la foule par son anonymat en fait. Et les idées en fait vont aussi être. Il va y avoir une contagion en fait de certaines idées qui peuvent être suggérées ou non. Et les foules vont agir, du coup, la foule, ce magma va agir sous l'impulsion souvent d'émotions qui vont être drivées par la peur, la colère ou l'enthousiasme. Et ça va être le cas bien plus, en fait, parfois que la raison. Donc, c'est un phénomène qui peut être dangereux, qui peut être aussi à étudier. Et je pense qu'il y a un parallèle très intéressant qui peut être fait entre l'IA et puis la foule. Plus récent, cet ouvrage, donc publié en 2005, Iceberg is Melting. Alors, c'est une histoire très rigolote. Et en fait, ça décrit les 8 étapes de changement. Donc, le sentiment d'urgence, ce qui diffère par rapport à d'autres méthodologies de changement. Dans celui-ci, en fait, il y a vraiment cette notion d'urgence. Et j'aimais bien avec l'IA, puisque on se sent tous un petit peu comme un lapin en cage ou le petit rat qui tourne comme ça dans sa cage avec cette thématique qui nous affole tous un peu.
Ce sentiment d'urgence, il est là, on le sait pas, c'est maintenant, c'est pas maintenant. Et donc, et ils expliquent, et ça fait beaucoup écho à ce qu'on vient de se dire, qu'il faut former une coalition pour justement accompagner ce changement, et résoudre un problème, développer une vision, communiquer cette vision aussi aux autres, donner les moyens d'agir, créer des victoires à court terme, consolider les gains, surmonter les résistances, et puis ensuite ancrer les nouvelles approches. Et en fait, cette méthodologie, elle est très applicable aussi à la manière dont on peut conduire le changement et l'acculturation de l'IA dans nos organisations. Un autre bouquin de référence changement, c'est l'ADKAR. Donc ça, c'est une méthodologie très simple. Moi, j'aime beaucoup cette méthode de changement, puisque en fait, elle est basée sur 4 étapes différentes, et que pour passer pour que le changement soit complet, il faut que chaque étape soit vraiment intégrée. La première, c'est la prise de conscience. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'IA, on y est, en fait. On a tous conscience qu'il y a quelque chose, en fait, à faire sur ce sujet. Et donc, la création, en fait, de programmes et auprès des RH pour leur dire, voilà, ce sujet arrive, est important. Il y a le désir d'y participer. On ne l'a pas tous aujourd'hui, le désir d'y participer. C'est vrai, quand on entend sur des conférences aujourd'hui, il y a certains qui résistent et puis d'autres qui sont très promoteurs. Il y a une méfiance, mais en tout cas, il faut avoir envie de se lancer dans le sujet. Il faut avoir la capacité à le faire, donc les formations, l'appréhension des outils. Et puis comment pérenniser le changement. Alors ça viendra peut-être dans une autre étape. Toujours un livre de référence publié en 2009, en fait. C'est pas du tout nouveau, mais je pense que c'est important aussi de revenir sur, encore une fois, des fondamentaux. Dave Ulrich et puis une équipe qui s'est formée sur le HR Transformation, Building Human Resources from the Outside In. Donc en gros, c'est comment on accompagne la transformation des organisations en écoutant les silos et les signaux en fait externes qui vont venir influencer les organisations. Et en fait, dans ce livre, on voit bien en fait qu'il décrit à cette époque que la fonction RH passe d'une fonction administrative à une fonction stratégique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de stratégique, en fait, elle peut faire peur à beaucoup de nos collègues RH. On ne sait pas toujours quoi y mettre derrière et comment y mettre. Et en fait, justement, des clés de réponse, c'est développer les compétences de nos RH dans la gestion du changement, dans l'utilisation des data et dans l'analyse des tendances externes. Donc c'est encore très, très actuel. C'est très actuel, c'est très précieux. Je voudrais juste rajouter, avant que tu continues avec tes livres, je suis très curieuse de découvrir les autres. Non, c'est que quand on parle de transformation, très longtemps, on lançait des projets de transformation avec une date de début, et une date de fin. Aujourd'hui, on est en transformation perpétuelle. Le change, la transformation fait partie de notre quotidien, fait partie du quotidien de nos organisations. Je ne vous refais pas toute l'histoire, mais depuis les 5 dernières années, on est en transformation perpétuelle. Moi, j'ai remarqué quelque chose que je trouve assez rigolo, c'est que quand la transformation digitale est arrivée, les entreprises avaient le choix d'y aller ou pas. D'ailleurs, la transfo digitale dans nos entreprises n'est pas complètement achevée, voire pas du tout débutée dans beaucoup d'entreprises, qu'on se le dise. La transformation digitale, on avait le choix d'y aller ou pas, ce qui est très différent de la transformation liée à l'IA. Et la transformation digitale, pour une raison qui ne m'échappe pas et qui n'échappera à personne, a été confiée à la DSI, au directeur de la transfo digitale. Et en fait, on nous a dépossédés de cette transfo pour plein de raisons. Et moi, je pense, c'est une conviction profonde, c'est celle d'aujourd'hui, elle peut évoluer, mais celle-ci, j'y crois pas trop, que nous, RH, on a la capacité et on a l'obligation de s'emparer de cette transfo. Cette transfo à l'IA ne peut pas se faire sans nous. Alors, il va falloir effectivement qu'on dégage du temps. Il va falloir qu'on s'empare du sujet. Alors, pas de panique, on est au tout début de l'histoire, pour celles et ceux qui ne sont pas allés. Mais cette transfo, elle est pour nous et on a la capacité de la mener. Et des ouvrages comme ceux que tu nous partages aujourd'hui, 1, sont précieux, et 2, c'est du bon sens. Et dans 100 ans, la transfo se passera encore de la même façon, je pense. Donc, voilà. Exactement.
Non, tout à fait. Et alors, plus récent, d'autres ouvrages. Donc, les algorithmes font-ils la loi? Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Ça se voit, il est tout neuf. Voilà, il est tout neuf. Il n'est pas corné encore. Il a été publié en 2024. Il explore en fait l'impact des algorithmes dans nos sociétés. Et puis, les influences dans la prise de décision, dans la justice, dans la finance et dans la santé. Et en fait, voilà, c'est vraiment sur l'environnement réglementaire. Et je trouve ça très intéressant, justement, d'intégrer cette notion-là. C'est une des notions clés et qui va être fondatrice, en fait, pour les années à venir, d'intégrer la réglementation, en fait, et l'encadrement de ces réglementations-là. Et là aussi, en fait, la RH a un rôle à jouer, en fait, qui sera important. Après, il y a un autre ouvrage. Alors, j'aime beaucoup aller voir les livres pour enfants parce que je trouve qu'ils apportent une perspective. Et puis, voilà, j'ai une fille, on a beaucoup de livres à la maison. J'ai ramené celui-ci que je trouve très drôle. Alors, c'est peut-être un tout petit peu créatif. Mais vas-y à fond dans la créativité, voilà. J'adore. Pour développer l'esprit critique de nos enfants, en fait, il y a celui-ci que j'ai trouvé très intéressant. Cet album, en fait, il évoque comment les sociétés confrontées à des catastrophes imposent, en fait, de structurer des notions de contrôle, en fait, qui ne sont pas forcément connectées avec la réalité. Et en fait, dans cette histoire, il y a une catastrophe qui a détruit l'habitat des petits poussins et le contrôleur des catastrophes leur demande de payer l'amende. L-A, plus loin, M-E-N-D-E. Et en fait, c'est très drôle puisque les petits poussins vont aller voir différents personnages et différents environnements parce qu'ils se demandent bien ce qu'est l'amende. Et ils reçoivent un certain nombre de conseils qui sont les plus farfelus les uns les autres, qui vont faire finalement exploser le contrôleur des catastrophes avec lequel ils vont se réinventer en fait un nouvel habitat. Et j'ai trouvé que c'était hyper poétique et hyper adapté, en fait, sur ne pas foncer tête baissée et croire forcément toutes les informations qui sont transmises aujourd'hui. Oui. Et en tant que RH aussi, et en tant que parent, on a aussi cette notion de devoir éduquer aussi les générations qui vont venir. Dans notre, d'ailleurs, préparation, la dernière fois quand on s'est rencontrés, il y avait eu une discussion que j'avais trouvée extrêmement intéressante sur les générations et quelles générations pouvaient apporter dans cette thématique en fait, de l'IA. Et je ne sais plus qui disait que les générations les plus seniors, en fait, pouvaient aussi apporter cet esprit critique. Oui. Alors certes, ils ne bénéficiaient pas de connaissances technologiques plus pointues que les nouvelles générations, qui sont plus agiles avec l'utilisation de ces outils. Ouais. Mais par contre, la combinaison des deux, en fait, était un formidable... c'était très puissant. Oui, complètement. Super. Déjà, merci pour ce partage de livres. Je ne sais pas comment je vais faire, Élise, parce que j'ai déjà une dizaine de livres sur ma table de chevet. J'arrive pas. Je vais juste en rajouter. Ceux-là, normalement, on les a déjà. Oui, c'est pas faux. Maintenant, il faut que je les lise. Il faut les ressortir du placard de la bibliothèque. Non, moi, je voudrais là-dessus conseiller un bouquin, ou du moins les écrits de Asma Mala, qui est une politologue, qui est brillantissime et qui a écrit un livre sur la géopolitique de la tech. C'est vrai qu'on aborde le sujet des IA et des IA génératives en regardant devant nous, donc ce qui se passe dans nos organisations, un peu sur le marché. Elle nous aide à y voir beaucoup plus grand, avoir une vision vraiment macro, méta du sujet et de l'impact des IA au sens large, mais des impacts de la tech sur la politique, la géopolitique. Merci Élise, on arrive à la fin de cet épisode, donc merci de tous ces conseils précieux que tu nous as partagés. J'aimerais que tu nous en donnes un dernier qui pourrait rassurer ou donner envie au DRH de se lancer dans cette aventure d'acculturation et de formation à l'IA. Un conseil très simple, en fait, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre. Je pense qu'il ne faut pas avoir de crainte, il ne faut pas avoir peur. On a eu toujours tendance dans notre mode d'éducation à vouloir être absolument parfait.
Il faut s'enlever ce syndrome d'imposteur en se disant je ne maîtrise pas totalement l'entièreté du sujet. C'est un sujet qu'on maîtrisera probablement jamais tout seul. Et donc, commencer à mettre un petit peu les mains dedans nous permet justement de mieux comprendre et mieux s'acclimater. Je pense qu'il faut y aller, il faut se jeter à l'eau, petit bout par petit bout. Et puis après, il y a une autre chose, c'est parfois l'hésitation a du bon. Se poser la question de savoir pourquoi on hésite, pourquoi on ne le sent pas, pourquoi on ne veut pas le faire. Peut-être s'écouter, fier son intuition, se poser et parfois se dire que si on n'y va pas, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison en fait à ça et s'écouter. Donc ce sens critique dont on parlait aussi, il nous sert aussi à ça. Il nous sert à dresser en fait des warnings pour se dire c'est peut-être pas forcément la réponse en fait à la question initiale. Analyser le pourquoi, comprendre ses peurs, éventuellement lever les freins et y aller en conscience, en connaissance quand on se sent prêt. C'est ça ? Oui, tout à fait. Super. Un énorme merci pour ce moment. Merci. À très bientôt. À bientôt.